Bonjour à tous et bienvenue sur la Toile du Design. Pour la 4e saison, les élèves de DNO du lycée Camille Claudel de Vauréal dans le 95 explorent les questions du design contemporain au travers de 5 épisodes de 20 minutes. L'objectif est de comprendre et de présenter, selon une problématique personnelle, un pan de l'histoire du design. Chaque groupe a donc sélectionné des thèmes, cherché des références, convoqué des auteurs et confronté des points de vue pour problématiser des thèmes comme le rapport entre le design et l'existant ou encore le rôle des designers auprès des minorités. Je vous laisse maintenant découvrir la thématique de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser au déjà là, à l'existant, et à la manière dont un projet peut venir s'inscrire dans un milieu sans l'effacer. Aujourd'hui, je reçois Hortense et Capucine, deux étudiantes en design à Vauréal. La question qui va nous guider est simple. Comment s'implanter dans un milieu tout en respectant les contraintes qui lui sont propres ? Quand on parle de milieu, on parle à la fois de l'environnement, du bâti, des habitants, de leurs usages, mais aussi des contraintes économiques et sociales. Pour répondre à cette question, le podcast est structuré en 3 temps. D'abord les contraintes liées aux différents environnements, ensuite celles propres aux différents milieux et habitants, et enfin la mise en place concrète des projets à travers différentes méthodes de conception. Pour la partie 1, contraintes des différents environnements. Dans cette partie, nous allons analyser ce que l'on appelle le déjà là, ou l'existant, c'est-à-dire ce qui est déjà présent dans un environnement avant toute intervention. Donc, pour vous parler du déjà là, je vais vous parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui en avril 2019 a pris feu. Donc suite à ça, il a fallu la reconstruire, et pour la reconstruire, les architectes ont fait face à différentes contraintes. Donc tout d'abord, on avait les contraintes historiques, par rapport au fait que ce soit déjà un monument classé. Ensuite, on avait les contraintes symboliques et religieuses, puisqu'on parle quand même d'une cathédrale. Et on avait aussi la contrainte de s'adapter aux envies des Parisiens et reconstruire la cathédrale qu'ils aimaient tant avant l'incendie. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était reconstruire la cathédrale à l'identique, en mélangeant des savoir-faire anciens et des savoir-faire modernes pour assurer la sécurité de la nouvelle cathédrale de Paris. Et donc pour ça, ils se sont appuyés sur des relevés anciens, des plans détaillés et des photographies très précises. Donc là, je vous ai parlé du déjà là, mais c'est pas la seule contrainte qu'on a pendant la reconstruction de Notre-Dame, puisque cette cathédrale, c'est pas seulement un monument historique, c'est aussi un refuge pour la faune urbaine, puisque c'est un monument très grand et avec beaucoup d'ornements, enfin c'est pas des façades lisses, et du coup les oiseaux ils aiment bien s'y réfugier. Et du coup on a beaucoup d'oiseaux et de chauves-souris qui ont pris refuge dans cette cathédrale, et aussi des espèces protégées comme le faucon cresserelle. Sauf que suite à l'incendie, ils ont dû quitter les lieux, et au moment de reconstruire la cathédrale, les architectes, ils ont un peu laissé de côté la contrainte de la biodiversité. Enfin, je pense qu'ils l'ont pas pris en compte. Et du coup, ils avaient prévu de boucher des trous qui permettaient justement à ces oiseaux de venir s'y réfugier. Sauf que, ils le savaient pas. Et c'est à ce moment-là que la LPO, elle est intervenue. Donc la LPO, c'est la Ligue de la protection des oiseaux. Et donc elle leur a tout simplement dit que ces trous, ils avaient leur importance pour ces oiseaux et qui leur permettaient de rentrer à l'intérieur, et que en les bouchant, ils auraient plus ce refuge. Et donc, ça leur a permis de prendre conscience de la contrainte de la biodiversité et de s'adapter encore une fois à cette contrainte qui est une contrainte en plus finalement quand on reconstruit un bâtiment. Mais donc ils ont fini par s'y adapter et faire attention à la biodiversité. Sur la biodiversité et l'environnement, je trouvais aussi important de parler de The Line. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. The Line est un projet créé par Neom. Donc les travaux ont débuté en 2022. C'est un projet assez gigantesque d'une ville futuriste qui se trouverait au milieu du désert. Alors c'est pas de la fantaisie, c'est pas du design utopique, c'est vraiment un projet qui est en construction, et pour le coup il ne respecte ni l'environnement ni la biodiversité qu'il y avait déjà sur ce terrain.
il faut rappeler quand même que The Line à la base est un projet écologique. Il avait pour but de réduire notre émission de carbone, donc ce qu'on produit quand simplement on vit dans une ville, à 0. Donc c'était un projet quand même assez ambitieux, surtout au milieu du désert. Et évidemment, quand on importe énormément de gens et de matériaux sur un terrain complètement désert, ça crée énormément de pollution. Donc sur ça, Neom est assez contradictoire sur ses valeurs. Et même si on parle de biodiversité, le projet n'est pas faisable, à mon sens, pour énormément de facteurs différents. De évidemment créer une ville, donc je l'ai pas précisé, mais The Line, le nom de la ville, c'est qu'en fait c'est une ligne, et donc de créer une ville un peu en hauteur, un peu à la Corbusier, et donc on peut évidemment critiquer cette architecture pour beaucoup de raisons, et notamment le fait qu'elle soit un petit peu utopiste, qu'elle soit difficile à concevoir, et surtout par la biodiversité, tous les changements qu'elle inclut sur les animaux qui étaient présents ici. Dans le désert, il y a par exemple des oiseaux qui vont venir se cogner contre les parois de la ville de The Line qui sont entièrement en miroir. Et ça pourrait paraître anecdotique comme ça, mais en fait ça crée vraiment un grand bouleversement dans la biodiversité. Après avoir étudié les contraintes liées à l'environnement, intéressons-nous maintenant aux contraintes propres aux différents milieux, notamment sociales, économiques et même culturelles. Pour la partie 2, contraintes des différents milieux, ici nous allons nous pencher sur l'humain et le contexte économique. Donc pour poursuivre sur ce champ-là, j'ai choisi de prendre la référence de la table Contain de l'agence Vraiment. Donc cette agence, elle a créé plusieurs tables qui sont faciles à construire et à la fois modulables. Ça veut dire que en fait, ils vont pouvoir les attacher les unes aux autres et ainsi créer toute une ligne de table, mais qui vont pouvoir... Ils sont pas obligés de la mettre en ligne, ils peuvent par exemple la mettre en rond, former une espèce de cercle, ou encore former une espèce de vague, ou les détacher entre elles. Enfin, il y a vraiment un grand champ de possibilités. Et du coup, c'est intéressant parce que ces tables, elles vont pouvoir s'adapter à plein de choses et du coup s'adapter aux différentes contraintes. Donc, encore une fois, on a la contrainte de l'environnement puisque en fonction de si l'espace il est petit ou grand, tu vas pouvoir disposer les tables de différentes manières. Et ensuite, on a aussi la contrainte du besoin des gens à un moment précis, puisque le fait de pouvoir moduler la disposition des tables de la façon dont on en a besoin au final, parce que le fait de les mettre en cercle, ça va créer un espace un peu plus convivial, les gens vont vouloir échanger entre eux, mais tu peux aussi avoir besoin juste de te reposer ou de travailler, et dans ce cas-là, tu choisiras plutôt de mettre les tables de manière séparée, ou peut-être attacher 2 tables ensemble et en laisser une plus loin. Enfin, en fait, ça permet vraiment d'avoir un énorme champ de possibilités et de pouvoir t'adapter à chaque besoin de chaque personne. Et je crois qu'aussi ces tables, elles sont placées mais avec les usagers, et du coup ça inclut les usagers dans la manière dont ils vont disposer ces tables, et du coup ils vont pouvoir eux-mêmes répondre à leurs besoins sur le moment. Aussi, comme contrainte de milieu, il y aurait les moyens financiers. Je vais prendre comme exemple Enzo Mari. Donc Enzo Mari qui a fait des plans de mobilier sur son projet Autoprojectation. C'est en fait des mobiliers urbains faits entièrement en palette, dû justement à des moyens financiers assez réduits. Et donc, il a trouvé comme solution de réutiliser des déchets. Donc le peu de moyens financiers finalement peut être un inconvénient comme un avantage, où ça nous pousse à réfléchir d'une manière assez écologique et de faire avec l'existant. Surtout que Enzo Mari est vraiment allé assez loin dans sa démarche, où il nous donne les plans des mobiliers pour qu'on les réalise nous-mêmes. Et donc évidemment les meubles sont assez simples à faire, et en fait
là, le fait d'avoir peu de moyens financiers, ça a permis du coup de créer quand même un dispositif qui soit écologique, qui soit ouvert à tous et du coup réutilisable à l'infini. Vous avez donc parlé des contraintes sociales, mais il y a aussi les lois implicites. La prise en compte du déjà là ne se limite pas aux contraintes visibles, elle inclut également des règles plus discrètes, souvent invisibles, mais tout aussi déterminantes. Après avoir pris en compte les habitants, leurs habitudes ainsi que leurs moyens financiers, il est aussi essentiel de considérer les lois implicites, ces règles sociales, culturelles ou urbaines non écrites. Dans un article, j'ai découvert le travail de Sophie Ricard, dont les projets montrent comment respecter ces contraintes invisibles tout en créant des espaces fonctionnels et harmonieux. Son approche prouve qu'un projet réussi ne repose pas uniquement sur les règles officielles, mais aussi sur leurs usages et leurs codes existants. Oui, en fait, c'est ça, c'est Sophie Ricard, donc, qui est une architecte, qui est partie aller habiter directement avec les usagers pour mieux comprendre leurs besoins et aussi se rendre compte des lois implicites. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des codes sociaux qui ne sont pas vraiment dictés, mais que tout le monde respecte. Et donc, en allant habiter directement avec eux, elle a pu vivre leur situation dans leur maison et ainsi aussi pouvoir échanger et discuter avec eux sur leur manière d'utiliser les différents espaces. Après avoir exploré les contraintes de l'environnement, des milieux et des différentes méthodes pour mettre en place un projet, on voit que tous ces éléments sont liés et doivent être pris en compte ensemble. C'est ce regard global sur le déjà là qui nous permet maintenant de tirer des conclusions sur la manière de s'implanter dans un milieu tout en respectant ses contraintes. Pour la partie 3, la mise en place des projets. Avant de continuer, il est important de comprendre ce que signifient les notions de top-down et bottom-up, car elles expliquent les différentes manières de concevoir un projet. Pour le top-down, c'est une approche où les décisions sont prises par les concepteurs, les institutions ou les responsables du projet, puis appliquées aux utilisateurs. On planifie le projet de manière globale avant de l'adapter à la réalité du terrain. Pour le bottom-up, c'est une approche qui part des habitants ou des utilisateurs. Le projet s'est construit en fonction de leurs besoins, habitudes ou même pratiques, en intégrant l'usager au cœur de sa réalisation. Donc, pour vous parler de l'approche bottom-up, j'ai choisi de prendre comme référence le Fab Lab. Donc, le Fab Lab, c'est un atelier participatif. Donc, quand les gens adhèrent au Fab Lab, donc ils payent une adhésion, et ils sont vraiment inclus dans la vie du Fab Lab. Et ce qui est bien, c'est que déjà, il n'y a pas... Enfin, le Fab Lab, il n'est pas dirigé de manière hiérarchique. On est tous égaux. Et en fait, c'est vraiment une approche participative et collaborative. Et donc, ça permet de partager notre savoir-faire entre nous. Et du coup, il y a toujours ce côté aussi local. En fonction de là où on est, on va vraiment s'adapter à notre ville, vu qu'on viendra tous, dans la plupart, de la même ville si on fréquente le même Fab Lab. Et donc, pour vous parler de l'approche top-down, donc j'ai pris comme exemple le modular de Le Corbusier. Le modular, c'est une idée très simple, c'est de créer un système de proportions universelles. Sauf que pour ça, il se base sur les proportions d'un homme de 1m80. Et donc, une fois qu'il a cette grille standard de l'être humain, il va pouvoir réaliser plein de projets, plein d'architecture et de mobilier qui s'adaptent à ce corps précis. Sauf que du coup, le problème c'est que déjà, il s'inspire d'un corps idéal et pas d'une vraie étude sur le sujet et sur le monde réel. Et du coup, au lieu de faire une architecture qui s'adapte aux habitants et aux problématiques des gens et aux besoins surtout des gens, il va d'une manière obliger les gens à s'adapter au corps idéal que voudrait la société. Sauf que du coup, c'est un vrai problème puisque ça exclut pas mal de gens, surtout qui se basent sur un corps adulte et masculin. Ça veut dire qu'il exclut d'office les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, alors que notre monde est composé de toutes ces personnes-là. Et donc il met tout ça de côté pour créer son corps idéal. Et donc c'est une approche top-down puisque
Il va partir de son idée du corps idéal qu'il va placer dans une société et ce sera aux usagers de s'adapter à sa création plutôt que l'inverse. Alors évidemment, après avoir parlé du Corbusier pour parler du design top-down, on aurait un peu l'impression que c'est quelque chose à ne pas faire, qu'il vaudrait mieux toujours partir de l'usager, ce qui est dans un sens un peu vrai. Et pourtant, un projet qui a très bien marché, c'est les demi-maisons d'Arvana. Donc c'est des maisons qui ont été construites pour lutter contre les bidonvilles. Donc évidemment, on ne part pas de rien, on part quand même d'un besoin de maison assez urgente et très peu cher. Donc là, il vient répondre avec une solution efficace, c'est de faire une demi-maison très standardisée en bloc de béton, avec comme espoir que les gens finissent, entre guillemets, de construire leur maison avec leur goût, avec leurs moyens et leurs besoins. Donc ça peut être finalement une bonne idée de commencer par le designer, donc de commencer par un design top-down, et en fait de livrer complètement, de donner la maison pour qu'on puisse se l'approprier derrière. Ainsi, pour terminer, la prise en compte du déjà là révèle l'importance des contraintes environnementales, sociales, économiques et légales. La réussite d'un projet repose sur la capacité à intégrer ces paramètres, tout en respectant une innovation pertinente. S'implanter dans un milieu en respectant l'existant demande ainsi une analyse approfondie du contexte, une adaptation aux spécificités locales et une recherche d'équilibre entre une approche descendante, le top-down, et une démarche participative, le bottom-up.